Donc, une histoire de la Révolution française par Éric Hazan. Avant-propos. Jusqu'ici, j'avais toujours évité cet exercice d'écriture qu'on appelle préface, avant-propos ou introduction. Mais cette fois, pour un sujet comme la Révolution française, il fallait bien quelques éclaircissements sur les motifs qui m'ont poussé à une telle entreprise. Ce devait être un petit livre destiné aux amis, aux plus jeunes surtout, qui n'ont de la Révolution qu'un souvenir scolaire vague, un mélange confus de sang et d'ennui. Mais il m'est apparu vite que pour éveiller leur intérêt et si possible leur enthousiasme, pour faire entendre les voix, pour déplier les questionnements, le petit livre ne convenait pas. Il fallait de la place et beaucoup. Le projet ainsi modifié suscitait cependant une autre question. Pour un travail plus ample, plus ambitieux, un autodidacte était-il légitime? Pouvait-il se lancer sans ridicule sur les traces de Michelet, de Jaurès, de Mathieu, pour ne citer que ces ombres vénérables? Le livre, une fois fini, je n'ai toujours pas la réponse. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai cherché à faire, c'est un récit de la Révolution française. Les 14 chapitres sont alignés chronologiquement, sans échappée latérale, ce qui n'a pas toujours été facile, car le temps révolutionnaire est sujet à des accélérations soudaines où les événements se chevauchent et il faut alors une certaine dose d'artificiel pour les présenter avec un peu d'ordre. La forme de ce récit est un montage qui lie de façon serrée les deux grandes scènes révolutionnaires, celle des assemblées et celle du peuple. La grande éloquence et le grondement qui lui sert de base continue et devient par moments si puissant que l'on n'entend plus que lui. J'ai essayé de ne pas faire de la Révolution un phénomène bien parisien. On rencontrera dans le livre des Strasbourgeois prenant d'assaut leur hôtel de ville, des patriotes marseillais en révolte contre la domination parisienne, des ouvriers lyonnais, des paysans brûlant des châteaux, réquisitionnant des barges de grains, châtiant les accapareurs. Et même sur la scène parisienne, on verra le peuple des départements envoyer délégations et missives à l'Assemblée pour signifier qu'il comprend les enjeux et qu'il partage les risques. Le livre n'est pas écrit partout avec la même focale. J'ai passé vite sur les épisodes les plus célèbres et je me suis attardé sur les moments problématiques, quitte à ne pas conclure, à ne pas trancher entre toutes les hypothèses possibles. Sur quelques événements, quelques personnages, j'ai marqué un temps d'arrêt, une sorte de longue parenthèse, excursus, pour donner librement une interprétation personnelle. J'ai écarté toute référence au XXe siècle, révolution d'octobre et totalitarisme d'hiver. La Révolution française n'est pas la matrice de quoi que ce soit, et le lecteur, la lectrice sont bien assez grands pour faire les rapprochements sans qu'il soit nécessaire de leur mettre les points sur les i. De même, je ne me suis pas attardé sur les débats historiographiques, sujet intéressant, mais pour un autre livre. Celui-ci, on le verra, comporte beaucoup de citations. Il y avait à cela deux raisons. La première est que, en allant aux sources, on note que les orateurs les plus illustres ont parfois dit autre chose que ce que l'on leur a attribué. La seconde est que, au temps de la Révolution, la langue est d'une grande beauté, sur la crête entre l'ironie et l'effusion, entre la dureté et les larmes. Il m'a donc semblé inutile d'utiliser le style indirect là où les mots effectivement prononcés ont une force poétique plutôt rare en politique. Pour finir, bien que j'ai porté toute l'attention possible à l'exactitude de ce qu'on appelle les faits, je ne prétends pas que ce livre soit objectif. J'espère au contraire qu'il fera souffler un peu d'enthousiasme révolutionnaire sur notre époque, où la tendance est plutôt au relativisme et à la dérision. Malheur, disait Saint-Just, malheur à ceux qui vivent dans un temps où l'on persuade par la finesse de l'esprit. Un premier extrait sur les deux grands clubs. Le
Côté gauche, lui, se rassemble dans 2 clubs dont les noms ont gardé jusqu'à nous leur puissance d'évocation, les Jacobins et les Cordeliers. Quand la Constituante s'était installée à Paris, le club breton, qui ne s'appelait pas encore les Jacobins, l'avait suivi. Il fallait un local à portée des séances du corps constituant, dit Dubois-Crancé, qui venait d'être établi au manège des Tuileries. On allait trouver le prieur des Jacobins de la rue Saint-Honoré, disposé à prêter la salle de la bibliothèque du couvent, et l'on s'y installa. Le chapelier fut le premier président et moi le secrétaire. Il n'y avait que des députés et l'on n'y discutait que des objets relatifs aux travaux d'assemblée constituante. Le club breton devint alors la Société des Amis de la Constitution. Le nom de Jacobin leur fut donné par dérision. Ils s'en firent gloire et cette dénomination s'étendit à toutes les sociétés du même genre établies par les provinces. Le droit d'admission était assez élevé, 12 livres, et la cotisation annuelle s'élevait à 24 livres. Rapidement, le club s'élargit au-delà des seuls députés. Il suffisait d'être présenté par 5 inscrits, et dès la fin de 1790, on comptait plus d'1 millier de membres. Dans l'ensemble, cette cooptation recrutait plutôt des personnes aisées et instruites. C'est à partir d'octobre 91 que le club ouvrira ses portes au public, et dès lors, les séances aux Jacobins marqueront le rythme de la vie révolutionnaire parisienne. Ce qui distinguait les Jacobins des autres clubs, ce qui leur donna progressivement leur puissance, ce fut leur diffusion dans tout le pays par leurs filiales. Alexandre de Lameth raconte: vers le mois de décembre 89, beaucoup de principaux habitants des provinces venus à Paris se firent présenter à la Société et témoignèrent le désir d'en établir de pareils dans les villes principales de la France. Dès le mois d'août 90, il existait, dit Hollard, 152 sociétés affiliées et en l'an 2, on en comptait plus d'1 millier. Pour donner une idée de la diffusion des sociétés affiliées jusque dans les petites villes, je prends au hasard la liste pour la lettre B: Barjac, Bar-le-Duc, Bayonne, Beaune, Beauvais, Bévarieux, Bergerac, Bergues, Besançon, Béthune, Béziers, Blois, Bolbec, Bordeaux, Boulogne, Bourbonne, Bourg, Bourges, Brest, Brignoles, Brioude, Brive, Buxy. Les relations entre le club de Paris et les sociétés filles étaient étroites, et dans les 2 sens. L'abbé Grégoire se souvient: on convenait que l'un de nous saisirait l'occasion opportune de lancer sa question dans une séance de l'Assemblée nationale. Il était sûr d'être applaudi par un très petit nombre et hué par la majorité. N'importe, il demandait, et on lui accordait le renvoi à un comité où les opposants espéraient inhumer la question. Les Jacobins s'en emparaient dans leurs invitations circulaires ou dans les journaux. Elle était discutée dans 400 ou 500 sociétés affiliées, et 3 semaines après, pleuvaient à l'Assemblée des adresses pour demander un décret dont elle avait d'abord rejeté le projet et qu'elle admettait ensuite à une large majorité parce que la discussion avait mûri l'opinion publique. La société et ses filiales fonctionnaient comme un système de diffusion des idées révolutionnaires dans le pays. Rien n'est plus absurde que la notion de jacobinisme comme dictature parisienne autoritaire et tatillonne. C'est une construction héritée de Thermidor, durable comme la haine de la Révolution. Les Cordeliers, c'était tout autre chose. Le club apparut en juin 90 sous le nom de Société des Amis des droits de l'homme et du citoyen. Pendant 1 an, les réunions se tinrent dans une salle du couvent des Cordeliers, rue de l'École de médecine, mais en mai 91, la municipalité, à qui appartenait le bâtiment devenu bien national, fit fermer le local. Après 1 mois d'errance, le club s'établit dans la salle du musée, rue Dauphine, où il siégera pendant le reste de son existence. Son but, plus modeste et plus pratique que celui des Jacobins, était de dénoncer au tribunal de l'opinion publique les abus des différents pouvoirs et toute espèce d'atteinte aux droits de l'homme. Protecteurs des opprimés, redresseurs des abus de pouvoir, les Cordeliers avaient comme emblème l'œil de la surveillance, grand ouvert sur les défaillances des élus. La cotisation était minime,
1 livre 4 sols, soit 2 sols par mois, et le club admettait des membres de toutes conditions, y compris des citoyens passifs. Les femmes pouvaient assister aux séances et prendre part aux discussions. Parmi ces membres, on trouvait des avocats comme Danton et Camille Desmoulins, des journalistes comme Fréron, Robert ou Chaumette, des imprimeurs comme Momoro et Brune, mais aussi beaucoup de commerçants, petits et gros, le boucher Legendre, le brasseur Santerre, le limonadier Berger. Et la grande force des Cordeliers était leur lien avec les sociétés fraternelles, clubs de quartier qui se multiplièrent à Paris à partir de l'hiver 90. La première et la plus célèbre, qu'on appelait la Société fraternelle tout court, fut fondée en février 90 par Claude Dansard, un maître de pension qui, tous les soirs, réunissait dans une petite salle du couvent des Jacobins les artisans, les marchands de fruits et de légumes du quartier, avec leurs femmes et leurs enfants, et il leur lisait, à la lueur d'une chandelle qu'il apportait dans sa poche, les décrets de la Constituante qu'il expliquait ensuite. Il y eut bientôt des sociétés populaires dans tous les quartiers de Paris, et leurs fondateurs étaient très souvent des membres des Cordeliers. La Société des Amis des Droits de l'Homme, ennemie du despotisme, séante section de Montreuil, animée par Santerre, la Société fraternelle de la section des Enfants Rouges, séante au minime de la Place Royale, qui admettait gratuitement tous les citoyens et citoyennes sans distinction, ainsi que les enfants à partir de 12 ans, la Société fraternelle des Halles, qui siégeait rue Mondétour, la Société de Sainte-Geneviève, place Maubert, la Société des Indigents, Amis de la Constitution, rue Jacob. C'est dans ces sociétés, sans cesse soutenues par Marat et tous les démocrates, que se fit l'éducation politique du peuple parisien, de ceux qui s'appelleront bientôt les sans-culottes. Sur la question coloniale. Oui, la question coloniale a été un terrain extrêmement litigieux, le terrain d'une grande bataille à la Constituante, entre la minuscule extrême gauche de la Constituante, représentée avant tout par l'abbé Grégoire Robespierre, et les planteurs esclavagistes de Saint-Domingue. L'enjeu était important. Saint-Domingue, premier producteur mondial de sucre. À l'époque, sucre égale canne, il n'y avait pas de betterave encore, ça viendra après. Ça. Donc, énorme enjeu économique et politique que la question coloniale. Mais les esclaves n'étaient pas les seuls êtres humains problématiques à Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle. Il y avait aussi les colons créoles, descendants libres de colons blancs et de femmes africaines. Ces libres de couleur, souvent désignés par les termes méprisants de mulâtres ou sans mêlée, s'étaient vus progressivement discriminés par le préjugé de couleur apparu à cette époque. Le système ségrégationniste allait jusqu'au cantonnement. Fuyant les villes où dominaient les Blancs, les libres de couleur se concentrèrent dans certaines zones de la colonie. La recherche de l'origine fut inscrite sur les papiers officiels avec mention du degré de sang mêlé, accompagné d'interdits professionnels et d'exclusion de la société des Blancs. À la suite de troubles survenus dans les colonies, la question fit l'objet d'un long et tumultueux débat à l'Assemblée qui dura près de 10 jours en mai 91. Delattre présenta le 7 mai un projet de décret constitutionnel dont l'article 1er précisait qu'aucune loi sur l'état des personnes ne pourra être faite par le corps législatif pour les colonies que sur la demande précise et formelle des assemblées coloniales, ce qui revenait à abandonner aux colons le sort tant des esclaves que des libres de couleur sur lesquels allait porter l'essentiel des débats. L'abbé Grégoire prit la parole. « Je n'y vois qu'un moyen d'être oppresseur avec adresse, de perpétuer l'oppression sur une classe d'hommes qui sont libres par la nature et par la loi et que l'on veut réduire à l'esclavage en la livrant à la domination des autres. » Moreau de Saint-Méry, principal orateur des planteurs esclavagistes, menaça de faire sécession.
Il faut renoncer à vos richesses, à votre commerce, ou déclarer franchement que la Déclaration des droits n'est pas applicable aux colonies. Si vous voulez la Déclaration des droits, quant à nous, il n'y a plus de colonies. Si cela est, j'en tire la conséquence et je demande par amendement que les députés des colonies se retirent de l'Assemblée. Pétion exhorta à ne pas céder. Sacrifierez-vous et les lois existantes et la tranquillité des colonies aux prétentions de quelques colons? Croyez-vous que quand il y aura deux classes d'hommes connaissant leurs droits, les uns livrés à l'esclavage et les autres ayant le droit d'opprimer, la tranquillité puisse longtemps subsister? Après de très violents échanges, on vota dans la soirée l'ajournement du décret. Et le 13 mai, après une violente discussion sur le point de savoir quelles sont les personnes concernées dans l'article 1er du projet de Delattre, Moreau de Saint-Méry propose une modification qui lève l'ambiguïté. L'Assemblée nationale décrète comme article constitutionnel qu'aucune loi sur l'état des esclaves dans les colonies d'Amérique ne pourra être faite, etc., etc. Robespierre intervient alors. Dès le moment où, dans un de vos décrets, vous aurez prononcé le mot esclave, vous aurez prononcé votre propre déshonneur et le renversement de votre constitution. L'intérêt suprême de la nation et des colonies elles-mêmes est que vous conserviez votre liberté et que vous ne renversiez pas de vos propres mains les bases de cette liberté. Périssent vos colonies si vous les conservez à ce prix. Oui, s'il fallait ou perdre vos colonies ou perdre votre bonheur, votre gloire, votre liberté, je répéterai, périssent vos colonies. Pour finir, l'Assemblée décide de remplacer esclave par non libre, ce qui revient au même, et vote le décret qui constitutionnalise l'esclavage. Le débat s'achève donc par la victoire du parti colonial. Il faut attendre l'été 93, 2 ans après, pour que l'esclavage soit aboli par la Convention, dans une grande séance où il n'y a même pas de vote. C'est une séance extraordinaire où les gens disent non, on ne va pas voter là-dessus, c'est tellement évident. On abolit l'esclavage, qui sera rétabli par Bonaparte, premier consul, en 1798, jusqu'en 1848. Excursus, la Convention représente-t-elle le peuple? La Convention, première des assemblées révolutionnaires élues au suffrage universel, masculin, est-elle une assemblée représentative? Si l'on s'en tient au système électoral, on peut répondre non sans hésiter. Le scrutin à 2 degrés n'encourage pas la participation au vote. Il semble bien qu'on ne se soit pas bousculé aux assemblées primaires. Il favorise le choix final des nouveaux notables, que sont les fonctionnaires de la Révolution, juges, administrateurs de départements, districts et communes, procureurs, officiers de la garde nationale, etc., auxquels s'adjoignent d'anciens notables, médecins et notaires, propriétaires et grands fermiers. Étant donné que les Français de l'époque sont en immense majorité des cultivateurs et des artisans, il faut admettre que, par sa composition, la Convention n'est pas une assemblée représentative. Toutefois, par son fonctionnement, il en va autrement. Je ne parle pas des discours et débats qui restent des exercices parlementaires, même si leur tenue, leur intensité et leurs conséquences sont sans commune mesure avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Je parle de l'intervention du peuple dans les séances de la Convention. Tout d'abord, il y a du peuple dans les tribunes, qui n'hésite pas à signifier bruyamment son avis. Certes, la taille et la disposition de la salle du manège, comme plus tard celle de la salle des machines, empêchent ce peuple d'être admis en grand nombre. Marat, dans L'Ami du peuple du 15 septembre 1792. Gardez-vous de placer la Convention nationale dans l'air pestiféré du manège des Tuileries. Préparez-lui un local assez vaste pour recevoir 3000 citoyens dans les tribunes parfaitement à découvert et absolument sans garde, de manière que les députés soient sans cesse sous la main du peuple et n'ayant jamais d'autre sauvegarde que leur civisme et leur vertu. Cette recommandation ne sera évidemment pas entendue.
Mais ce qui est aussi important que la pression directe du peuple, c'est que chaque séance de la Convention commence par une très longue partie où on lit des lettres, où l'on écoute des délégations qui, elles, sont l'émanation directe de ce peuple. Certes, il s'agit souvent d'actes de foi révolutionnaires, de délégués de communes apportant leurs dons à la nation, affirmant leur soutien à leurs représentants ou les félicitant pour telle ou telle mesure. Mais ce peuvent être aussi des critiques ou des propositions dont les effets sont parfois immédiats. À plusieurs reprises, on le verra, la Convention les entend et les suit sur des sujets aussi importants que le renouvellement des administrations, la déchristianisation ou l'instauration du maximum, du prix maximum pour les denrées de première nécessité. À cet égard, oui, la Convention est la première et la seule Assemblée nationale française où le peuple ait pu faire entendre directement sa voix. Février 93, ah oui. À Paris. Là, il faut se situer un tout petit peu. Février 93, on est un mois après l'exécution de Louis XVI. Et les événements que Mathieu va vous lire, c'est un de ces nombreux épisodes quasi insurrectionnels où le peuple manifeste son désaccord, sa frustration, essentiellement pour des questions qui tiennent aux subsistances. On est, après la mort du roi, on est encore avec un ministère girondin, et les Girondins sont des champions de ce qu'on appellerait aujourd'hui le libéralisme, qu'on appelait à l'époque le laisser-faire. La politique girondine du laisser-faire, le refus d'entendre les plaintes de brigands et d'anarchistes suscite la colère du peuple. Le mois de février 93 est marqué par un fort mouvement contre la liberté économique et pour la fixation d'un prix maximum des denrées. On parlera bientôt du maximum. Déjà le 13 janvier, des délégués de 48 sections parisiennes sont venus réclamer à la Convention le cours forcé de l'assignat et l'interdiction de l'échanger contre la monnaie d'or ou d'argent. Quelques jours plus tard, la municipalité parisienne annonce l'augmentation du prix du pain, maintenu jusque-là à 3 sous la livre, soit beaucoup moins cher qu'ailleurs, grâce à une subvention versée aux boulangers. Immédiatement, des rassemblements menaçants se forment autour des boulangeries. Les sections se portent à l'hôtel de ville pour protester. L'effervescence grandit. Le 4 février, le Conseil général de la Commune décide que le prix du pain sera maintenu grâce à un impôt de 4 millions sur les riches, sur lequel la Convention accordera une avance. La tension monte le 12 février, quand une délégation des 48 sections se présente à la barre de la Convention avec une pétition hautaine et presque menaçante. Citoyens et législateurs, ce n'est pas assez d'avoir déclaré que nous sommes républicains français. Il faut encore que le peuple soit heureux. Il faut encore qu'il y ait du pain, car là où il n'y a pas de pain, il n'y a plus de loi, plus de liberté, plus de république. Nous venons, sans crainte de vous déplaire, jeter la lumière sur vos erreurs et vous montrer la vérité. On vous a dit qu'une bonne loi sur les subsistances est impossible. C'est donc à dire qu'il est impossible de régir les États quand les tyrans sont abattus. Non, une bonne loi n'est pas impossible. Nous venons vous la proposer et sans doute vous vous empresserez de la consacrer. L'Assemblée écoute en silence, mais elle se déchaîne. Une violente rumeur s'élève de toutes les parties de la salle. Quand l'un des pétitionnaires prend la parole, au nom de mes commettants, au nom de tous mes frères des départements. Louvet. Louvet, c'était un des ténors de la Gironde, un des plus doués, qui avait écrit un best-seller avant la Révolution qui s'appelait « Les aventures du chevalier de Faublas ». Louvet, y a-t-il en France 2 conventions, 2 représentations nationales? Et si le pétitionnaire est le représentant des départements, qui sommes-nous donc, nous? Et quels sont nos pouvoirs? Les montagnards sont aussi hérités que les Girondins, car la pétition met tous les représentants du peuple dans le même sac. Marat.
Je demande que ceux qui en auront imposé à la Convention soient poursuivis comme perturbateurs du repos public. Dans l'ébullition générale, le 22 février, des femmes de la section des 4 Nations, venues demander aux Jacobins de leur prêter une salle, se voient opposer un refus. Des tribunes, on invective les Jacobins. Les femmes crient qu'il y a parmi eux des marchands, des accapareurs qui s'enrichissent des malheurs publics. Billaud-Varenne, qui préside, est obligé de se couvrir sans faire cesser le tumulte. La séance est levée dans le bruit. Le dimanche 24 février, c'est une délégation de blanchisseuses qui se présente à la Convention. Bientôt, la classe du peuple la moins infortunée sera hors d'état de se procurer du linge blanc dont elle ne peut se passer. Ce n'est pas la denrée qui manque, elle est abondante, c'est l'accaparement et l'agiotage qui la font enchérir. Le savon, qui autrefois coûtait 14 sous la livre, revient aujourd'hui à 22 sous. Quelle différence! Législateurs, vous avez fait tomber sous le glaive des lois la tête du tyran. Que le glaive des lois s'apesantisse sur la tête de ces sangsues publics, sur ces hommes qui se disent perpétuellement les amis du peuple et qui ne le caressent que pour mieux l'étouffer. Et les blanchisseuses quittent la salle en criant « On nous ajourne à mardi, mais nous nous ajournons à lundi. Quand nos enfants nous demandent du lait, nous ne les ajournons pas au surlendemain. » Et de fait, le lendemain, lundi 25 février, des bandes de femmes, auxquelles se mêlent rapidement des hommes, entrent dans les épiceries et se font livrer le savon, la cassonade, le sucre, la chandelle, au prix fixé par elles. Les épiciers qui refusent la taxation sont pillés. Les troubles qui ont commencé le matin dans le quartier des Lombards s'étendent dans l'après-midi à tout le centre de la ville et reprennent les jours suivants. Les blanchisseuses, on les trouve souvent dans les troubles. Et ça se comprend d'ailleurs, ce sont des femmes qui travaillent dans des lavoirs, elles sont ensemble, elles ont le temps de discuter et de se faire une opinion à elles. Excursus Marat. Pour comprendre le sentiment de deuil des Parisiens à la mort de Marat, il faut se défaire, tâche difficile, de l'image caricaturale du personnage créé par les thermidoriens et entretenu par nombre d'historiens. Michelet a beaucoup œuvré à cette image. Il soulageait sa sensibilité furieuse par des accusations atroces, des vœux de massacre, des conseils d'assassinat, ses défiances croissant toujours, le nombre des coupables, des victimes nécessaires augmentant dans son esprit, l'ami du peuple en serait venu à exterminer le peuple. Pour étayer l'idée d'un Marat pousse au crime, on cite souvent son placard « C'en est fait de nous », affiché sur les murs de Paris le 26 juillet 90, au lendemain de la fête de la Fédération. 5 à 600 têtes abattues, vous aurez assuré repos, liberté et bonheur. Une fausse humanité a retenu vos bras et suspendu vos coups. Elle va coûter la vie à des millions de vos frères. Mais il faut bien du parti pris pour donner à ces chiffres, tant aux 5 à 600 têtes qu'aux millions de frères, un sens littéral. Il s'agit évidemment d'une façon de parler, comme lorsqu'on dit « je suis à 1000 lieues de penser que ». Alors oui, Marat dénonce, mais prenons garde au sens du mot à l'époque. Dénonciation peut avoir alors le sens de délation, mais en l'occurrence, il signifie attaque, accusation. Et qui, Marat, dénonce-t-il? Qui attaque-t-il? Dès le début, les puissantes idoles du jour, Necker. Mais vous, monsieur, vous, fameux parvenu, vous, Premier ministre des Finances, vous que la nation plaçait à la tête de ses défenseurs et qui l'avait trompé si indignement. Mirabeau, ce hideux protée qui ne brigua l'honneur de devenir l'un de vos représentants que pour vendre vos intérêts aux despotes. Lafayette, l'affreux scélérat, l'atroce conspirateur, le vil esclave de la cour. Dans les grands moments consensuels, nuit du 4 août, fête de la Fédération, Marat dévoile la mystification. Ne réfléchirez-vous donc jamais? On vous berce des mots de paix et d'union, au moment même où l'on vous prépare sourdement la guerre. Il prédit la fuite du roi. Il dénonce les périls de la guerre. Le voilà donc enfin ce sinistre projet que l'infernal Mirabeau machinait dans les ténèbres. Il devine la trahison de Dumouriez. Et pendant toutes ces années, entre contraintes par corps, exil à Londres, maladie, faillite, que Marat n'a-t-il pas prévu?
Quand s'est-il trompé? Le peuple de Paris a vu juste en portant son deuil, comme, plus près de nous, les marins de Kronstadt, en donnant son nom à l'un de leurs croiseurs en 1918, et à Belgance en faisant interpréter le rôle de Jean-Paul Marat par Antonin Artaud dans son Napoléon. La Constitution. La Constitution de 93. C'est un grand moment de la Révolution, même si elle n'a jamais été appliquée. Robespierre avait fait approuver aux Jacobins le 21 avril 1793 un projet de déclaration des droits de l'homme qui développa devant la Convention le 24 avril. Il y montrait son souci de fixer des limites à la notion de propriété qui, de droit naturel dans la déclaration de 89, devenait une institution sociale. En définissant la liberté, le premier des biens de l'homme, vous avez dit avec raison qu'elle avait pour borne les droits d'autrui. Pourquoi n'avez-vous pas appliqué ce principe à la propriété, qui est une institution sociale? Vous avez multiplié les articles pour assurer la plus grande liberté à l'exercice de la propriété, et vous n'avez pas dit un seul mot pour en déterminer le caractère légitime, de manière que votre déclaration paraît faite non pour les hommes, mais pour les riches, pour les accapareurs, pour les agioteurs et pour les tyrans. Il proposait d'inscrire dans la Déclaration des droits « Le droit de propriété ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l'existence, ni à la propriété de nos semblables. » Et que toute possession, tout trafic qui viole ce principe est illicite et immoral. Dans son élan, il proposait que l'impôt devienne progressif. Les citoyens dont les revenus n'excèdent point ce qui est nécessaire à leur subsistance doivent être dispensés de contribuer aux dépenses publiques. Les autres doivent les supporter progressivement selon l'étendue de leur fortune. Les pauvres avaient répondu à Robespierre qu'ils voulaient payer l'impôt, même très faible, car c'était l'expression même de la citoyenneté. L'acte constitutionnel fait aujourd'hui rêver dans sa façon de définir le citoyen. Tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accompli, tout étranger âgé de 21 ans accompli qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyen français. Article 4. Sur la résistance à l'oppression, la Déclaration des droits reprend intégralement les célèbres formulations de Robespierre. Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre du corps social lorsque le corps social est opprimé. Article 34. Et surtout, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Article 35. Le projet de Robespierre en ce qui concerne la propriété n'a pas été adopté par la Constitution. Il est arrivé très souvent que Robespierre soit mis en minorité, soit au comité de salut public, soit à la Convention. Et en ces cas-là, son projet n'était pas adopté. La nouvelle stratégie, les savants. Saint-Just, dans son discours du 10 octobre 93, avait dit la nécessité d'une nouvelle stratégie. On est en pleine guerre, là. Tout ce qui n'est point nouveau dans un temps d'innovation est pernicieux. Notre nation a déjà un caractère, son système militaire doit être autre que celui des ennemis. Or, si la nation française est terrible par sa fougue, son adresse, et si ses ennemis sont lourds, froids et tardifs, son système militaire doit être impétueux. Le système de guerre des armes françaises doit être l'ordre du choc. Pour cela, il fallait des hommes nouveaux pour remplacer les vieux chefs qui avaient appris la guerre sous l'Ancien Régime.
Houchard est destitué et envoyé devant le tribunal révolutionnaire pour n'avoir pas exploité son avantage après la victoire d'Onchot. Il est remplacé par un général de 31 ans, Jean-Baptiste Jourdan. Pichegru, 32 ans, est nommé à la tête de l'armée du Rhin et Hoche, 25 ans, à l'armée de la Moselle. L'ensemble est organisé par Carnot, théoricien de la stratégie d'offensive. Tout ce qui subsiste du clivage entre troupes de ligne et volontaires disparaît alors. Partout, l'uniforme blanc hérité de l'ancien régime est remplacé par l'habit bleu des volontaires. L'idée de la levée en masse, elle, n'est pas lancée par le comité de salut public, mais par le mouvement populaire. Le 12 août, l'un des commissaires délégués par les assemblées primaires à la fête du 10 août s'adresse à la Convention. Il faut enfin donner un grand exemple à la terre, une leçon terrible aux tyrans coalisés. Faites un appel au peuple, que le peuple se lève en masse. Lui seul peut anéantir tant d'ennemis, lui seul peut assurer le triomphe de la liberté. Hérault de Séchelles, qui préside, répond que ces mots que vous venez de proférer retentissent dans tout l'Empire comme le tonnerre de la vengeance et de la destruction. Le 23 août, Barère, au nom du comité de salut public, présente un rapport sur la réquisition civique des jeunes citoyens pour la défense de la patrie. Sa conclusion est célèbre. Dès ce moment jusqu'à celui où les ennemis auront été chassés du territoire de la République, tous les Français sont en réquisition permanente pour le service des armées. Les jeunes gens iront au combat, les hommes mariés forgeront les armes et transporteront les subsistances, les femmes feront des tentes et serviront dans les hôpitaux, les enfants mettront le vieux linge en charpie, les vieillards se feront porter sur les places publiques pour exciter le courage des guerriers, prêcher la haine des rois et l'unité de la République. Si seuls les jeunes gens, 18 à 25 ans, sont vraiment réquisitionnés, c'est que l'armée ne manque pas d'hommes, mais de poudre, de fusils, de canons, de vêtements, de tous les équipements nécessaires à une grande armée en campagne. Et pour monter et faire fonctionner les usines et les arsenaux, Carnot et Prieur de la Côte d'Or font appel à des techniciens et aux meilleurs savants du moment. Le chimiste Guiton de Morveau, député de la Côte d'Or, a l'idée de placer auprès du comité de salut public une commission de savants. Il soutient l'application du télégraphe de Chappe. La première ligne construite entre Lille et Paris apprendra à la Convention la reprise du Quesnoy. Il fonde la première compagnie d'aérostiers, chargée de suivre les mouvements de l'ennemi depuis le ciel. Et pour pallier le manque de poudre, sous l'impulsion de Chaptal, nommé directeur général des poudres, un procédé de fabrication révolutionnaire est mis au point par Carny. Monge, ingénieur conseil du comité de salut public, s'écrit « On nous donnera de la terre salpêtrée et 3 jours après, nous chargerons les canons ». Et en septembre, Monge et Berthollet sont chargés de rédiger un ouvrage pratique avec des planches pour la fabrication de l'acier de forge, dont 15 000 exemplaires sont distribués dans les usines et les ateliers du pays. Le 11 octobre, Hassenfratz annonce aux Jacobins la mise en marche de la manufacture d'armes de Paris. Le 20, le comité de salut public décide la création à Meudon d'un établissement national qui procédera à des recherches sur les expériences de guerre. Une école de formation professionnelle accélérée est créée, réunissant 800 élèves, avec comme instructeur Guiton, le grand Fourcroy, qui a inventé un procédé pour séparer le cuivre et le bronze des cloches. Berthollet, Carny, Monge, Perrier. Les premiers élèves sont fêtés aux Jacobins et reçus en grande pompe à la Convention, l'un d'eux à cheval sur une pièce de canon nouvellement fondue. Excursus, Robespierre envers et contre tout. Le culte de l'être suprême a beaucoup fait pour détourner de Robespierre une bonne part de l'extrême gauche révolutionnaire. Pour Blanqui, Robespierre était un déclamateur éternel et monotone, psalmodiant sans fin les mots justice, vertu, raison, morale, entremêlés de soupirs sur Brutus, Cicéron, Catilina, César, etc. Blanqui pensait
qu'il n'y avait plus de peuple aux 9 thermidors. Robespierre l'avait démoralisé et frappé d'hébétement avec ses projets de dictature réactionnaire et de reconstitution religieuse. Pour Daniel Guérin, qui est un historien, disons, qui a commencé anarchiste, qui a fini trotskiste, enfin, d'extrême gauche. Pour Daniel Guérin, Robespierre, petit avocat de province sans cause, était à la veille de la Révolution de 1789 profondément aigri, et la Révolution lui était apparue comme une occasion inespérée de prendre sa revanche. Il correspondait assez bien à la définition que Marx donne du petit bourgeois. Petit retour en arrière. Sous la Constituante, on a vu Robespierre prendre des positions d'une cohérence et d'un courage étonnants. Position où il était toujours minoritaire et parfois absolument seul, contre le suffrage censitaire, pour les droits civiques des comédiens et des juifs, contre la loi martiale, contre l'esclavage dans les colonies, contre la peine de mort, pour le droit de pétition, pour la liberté de la presse. Dans quel pays, dans quelle assemblée a-t-on jamais vu aligner autant de discours à contre-courant et avec autant de force de conviction? Au début de la Constituante, on se moquait de sa voix grêle et de sa timidité, mais à la fin, sa stature était telle qu'il sut convaincre l'Assemblée de faire un sacrifice unique dans l'histoire, en décidant que ses membres ne seraient pas éligibles à la prochaine législature. Sous la législative, c'est encore en solitaire que Robespierre mena le combat contre la guerre. Même Marat, le clairvoyant Marat, ne le soutenait pas au début. Et le 2 janvier 92, dans son grand discours prémonitoire, Robespierre annonça un par un tous les désastres que la guerre allait effectivement entraîner jusqu'à la dictature militaire. On dira que tous ces beaux principes, Robespierre les a oubliés quand il est devenu le personnage le plus influent du comité de salut public, que l'apôtre de la liberté s'est débarrassé de tous ceux qui ne pensaient pas comme lui, que l'adversaire de la peine de mort a fait tomber des têtes par milliers. Ces charges sont anciennes, elles datent de l'après-Thermidor, où il fallait légitimer l'élimination d'un homme qui personnifiait la Révolution. Tyran sanglant, lit-on souvent. Les deux termes méritent examen. Tyran. Robespierre n'a jamais été un dictateur. Toutes les grandes décisions du comité de salut public ont été prises collectivement. Quand Robespierre était mis en minorité au comité, son projet était retiré. La preuve que Robespierre n'était pas un dictateur, c'est sa fin. Isolé, accablé de tous côtés, il s'est laissé abattre. On pourrait même dire qu'il est allé à l'abattoir. Un dictateur, un Bonaparte, s'y serait pris tout autrement. Sanglant, les exemples sont nombreux où Robespierre s'est employé à sauver des vies. Il s'est opposé, on l'a vu, à la mise en accusation des 73 conventionnels qui avaient protesté contre le 31 mai. Contre l'éviction des Girondins. La Convention nationale ne doit pas chercher à multiplier les coupables. Sa ténacité sur ce point et d'autres lui a valu d'être accusé à plusieurs fois de modérantisme. Reste qu'il a fortement contribué à envoyer à la guillotine le groupe Cordelier et les dantonistes. Mais bien des signes indirects laissent penser qu'il ressentait une grande douleur de se trouver au centre de gravité d'une distribution de morts, douleur à l'origine de sa maladie, de sa fatigue, de ses absences. Comment aurait-il pu en être autrement, s'agissant de Danton, auquel il envoyait des lettres si affectueuses au moment de la mort de sa première femme, et de Camille Desmoulins, son condisciple à Louis le Grand, dont il avait été le témoin de mariage. Ni dictateur, ni cruel, Robespierre a pourtant joué un grand rôle dans la mise au pas du mouvement populaire, dans l'hiver et le printemps de l'an 2. Il a travaillé à dissoudre le groupe des enragés. Il a donné le coup de frein décisif à la déchristianisation. Et avec les autres membres du comité de salut public, il a envoyé à la guillotine le groupe des Cordeliers. Par là, il a
contribué à glacer la Révolution. S'il existait un tribunal de l'histoire, ce serait là le principal chef d'accusation contre lui. Robespierre n'était certes pas l'infaillible leader que décrit Mathieu, mais le personnage est imposant et tragique. La postérité révolutionnaire, on l'a vu, ne l'a pas toujours compris. Pourtant, dans le numéro 40 du Tribun du peuple, Babeuf écrivait « Il ne m'appartient pas d'avoir l'orgueil de disputer à Maximilien Robespierre l'initiative dans la Révolution du plan d'égalité réelle vers laquelle il prouve, en 100 endroits, que tendaient ses vœux uniques. Telle est la justice que j'ai cru devoir rendre à ce tyran, dont l'État vient de faire vendre les dépouilles et les effets qui se sont montés au prix de 300 livres. » Un extrait final de l'épilogue. Le 9 Thermidor représente donc bien une rupture, mais si cette date ne marque évidemment pas la fin de la Révolution, quel autre moment choisir qui permette d'inscrire le mot « fin » ? Il n'est pas très convaincant de s'arrêter à la dernière séance de la Convention, ni à la piteuse sortie de scène du Directoire le 18 Brumaire en 8, ni au passage du consulat à l'Empire. La fin de la Révolution serait-elle le départ pour Sainte-Hélène de l'homme au petit chapeau, que Madame de Staël tenait pour un Robespierre à cheval ? Ce qui se clôt brutalement avec Thermidor, c'est la phase incandescente de la Révolution, où des hommes de gouvernement, parfois suivis et souvent poussés en avant par la partie la plus consciente du peuple, tentèrent de changer les répartitions, les relations et les formes de vie. Certes, ils n'y réussirent pas. Leur échec et leur fin tragique n'eurent pas pour cause profonde la coalition des fripons, mais bien plutôt la peur sociale suscitée par leur programme et les contradictions entre le réalisme du gouvernement révolutionnaire et les exigences du mouvement populaire. Les héritiers des thermidoriens qui nous gouvernent et nous enseignent sans discontinuer depuis lors s'efforcent de travestir cette histoire, et contre eux, gardons vivante la mémoire, gardons l'inspiration de ce moment où l'on put entendre que les malheureux sont les puissances de la terre, que l'essence de la République ou de la démocratie est l'égalité, et que le but de la société est le bonheur commun. Ça fait bizarre d'entendre des phrases qu'on a écrites, lues par un grand acteur. Ça leur donne de l'étrangeté. C'est impressionnant. C'est la première fois que ça m'arrive et c'est une expérience. C'est une expérience. Merci Mathieu. Non, merci à toi. Alors il y a sûrement des questions. Il y a sûrement des questions parmi vous. Je vais poser une première question. Allez. C'est plutôt sur le début des extraits qui ont été vus. On remarque par exemple qu'actuellement, à Athènes, il y a beaucoup de monde dans les théâtres de compagnie, même si l'économie va très très mal. À Madrid, on l'a dit également, dans le grand théâtre, les grands théâtres de Madrid, c'est plein. Les compagnies ou les théâtres n'ont plus l'argent de faire de nouvelles productions, mais c'est plein. Les gens sont dans les théâtres. Nous-mêmes, pas seulement au théâtre de Hong-Kong, mais au théâtre qui sont plus publics, on remarque qu'on parle de crise, on s'inquiète de l'économie en berne, et cela dit, le public est là. Donc, en entendant ce que vous avez écrit sur ces clubs, ces réseaux, j'ai l'impression que même si on a Internet, le téléphone, plein de moyens de communication, les individus atomisés de la civilisation contemporaine se cherchent. Je pense que
ma question, c'était, de même que quand il y a un tremblement de terre dans une région, les équipes de secours se mettent aux ordres des survivants, parce qu'ils savent que le meilleur ordre possible et la meilleure organisation possible a été déjà organisée par les survivants. Et je voulais savoir si vous voyez quel parallèle vous faites entre ces organisations populaires ou ces réseaux de communication à l'intérieur de la population qui sont organisés à l'époque et peut-être une solitude, même si on communique à fond. Qu'est-ce que ça... D'abord, pendant la Révolution, les théâtres étaient pleins. Parce qu'on a toujours une vision sinistre. On nous a tellement inculqué, depuis qu'on était petit, dans les manuels, que c'était une époque épouvantable. En fait, on s'amusait beaucoup. Les théâtres étaient pleins. Et c'est vrai que à une époque où on ose appeler réseaux sociaux des moyens de communiquer entre gens qui ne se voient jamais, on est un peu nostalgique à la lecture de la liste de ces sociétés fraternelles dont Mathieu a lu la liste. C'est magnifique, c'est quelque chose de magnifique et je pense que s'il doit se passer quelque chose demain, ce dont je suis à peu près convaincu, quelque chose d'aussi inattendu que l'ont été ces événements, ça passera par une reconstitution des relations bras contre bras qu'on peut rencontrer dans un théâtre comme ici. Oui. Je pense pas que c'est par les Facebook que les choses vont évoluer. Il y a toujours quelqu'un qui dit « Oui, mais alors, Robespierre, vous en dites beaucoup de bien, mais quand même... Et là, non? Personne ne... C'est rigolo. Le théâtre est construit au-dessus des fosses communes où les corps décapités ont été... Certains ont été enterrés, je crois. On n'est pas très loin de... Ici, c'est possible. C'est Marcel Maréchal qui m'a raconté ça. Les robespierristes ont été guillotinés et leurs corps ont été balancés quelque part du côté du parc Monceau, plus loin vers l'ouest. Oui, il y a eu que pendant la terreur, il se passait des choses terrifiantes, c'est pas discutable. Et il n'est pas question ni de les évacuer, même de les relativiser. Quoi. Relativiser par rapport à quoi? Il s'est passé des choses épouvantables, en effet. Ce dont on n'a pas toujours tout à fait conscience, c'est combien pensez-vous que le tribunal révolutionnaire ait eu à connaître de cas? 1800, non? Dans les 4000. Ouais. C'est 1800. 2500 condamnations à mort, à peu près, j'arrondis. Hein. Sur les 4000, 2500 condamnations à mort, 1500... En effet, c'est ce que j'allais dire. Il y avait pas... Enfin, il y a eu quelques tribunaux révolutionnaires en province, mais disons que c'était pas... En fait, les dizaines de milliers de morts de la Révolution, pendant la Révolution, par la Révolution, c'est la guerre civile. C'est d'abord la guerre elle-même en Vendée, à Lyon. C'était des vraies opérations militaires qui ont fait des morts, beaucoup. Ensuite, une fois que ces contre-révolutions ont été matées, la répression. La répression, par exemple à Lyon, la répression a été terrible. On faisait creuser par les condamnés leurs propres fosses, on les tuait par des décharges de mitraille, et ils tombaient dans la fosse. Et, voilà.
à Nantes. Enfin, il y a eu, du fait de la guerre civile, pas seulement à Lyon, à Nantes, dans tout le midi de la France, dans tout le sud de la France, il y a eu des dizaines de milliers de morts, mais qui sont, en quelque sorte, si je puis dire, extra-légales, quoi. La terreur elle-même n'a jamais été revendiquée ni par le Comité de salut public, ni par Robespierre, ni par personne, comme un moyen de gouvernement, en fait. Quand Saint-Just et Robespierre parlent de la terreur, ils en parlent toujours de façon négative. Bon, tout ça n'empêche pas qu'il s'est passé, encore une fois, on ne peut pas masquer l'étendue des événements terrifiants qui se sont passés pendant cette période. C'est pareil pour le Che Guevara, la révolution cubaine, c'est la même chose. Hein. Bon, il y a hier que 1990, quand la révolution est tombée, par un miracle, il n'y a pas eu de mort. C'est quand même nouveau. Oui, c'était une révolution de lassitude, c'était particulier comme mécanisme. Oui, oui. Mais le drame de la Révolution, ça a été la guerre, contre laquelle Robespierre s'est battu bec et ongle contre les Girondins, contre Brissot. Parce que la guerre était voulue par la cour, parce qu'il pensait que l'armée dans l'état où elle est tiendrait pas une semaine, et par les Girondins, les Brissotins, qui pensaient par la guerre résoudre les problèmes intérieurs. Donc, bien que la cour et les Girondins n'étaient pas du tout alliés, ils se sont conjugués pour aboutir à la déclaration de guerre en février 92. Et ça a été fatal, ça a été terrible, parce que pourquoi, au fond, le Comité de salut public et Robespierre ont-ils scié la branche sur laquelle ils étaient assis en cassant les reins au mouvement populaire pendant l'hiver de l'an 2? Ils ont cassé les reins, ils l'ont vraiment mis au pas. Et je dis qu'ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis parce que une fois que ce mouvement populaire était éteint par eux, il n'y avait plus de force. Il n'y avait plus de force. Et au 9 Thermidor, on l'a bien vu, quand il a été question que les robespierristes montent une insurrection contre la Convention qui venait de les condamner à mort, en fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les sections ont été démoralisées. Pourquoi ils ont scié cette branche? C'est parce qu'ils étaient pris dans la spirale de la réelle-politique. Il fallait absolument gagner la guerre, même s'ils ne l'avaient pas voulu, même s'ils avaient lutté contre. Une fois qu'elle était là, il fallait la gagner. Perdre la guerre, c'était terrible. C'était pas comme quand, je sais pas moi, si Louis XV perdait la bataille de Fontenoy, on perdait 3 places fortes, un petit bout de province. Mais là c'était tout qu'on perdait. C'était une guerre totale. Si on la perdait, on perdait tout. Donc il fallait gagner la guerre, et pour gagner la guerre, il fallait être efficace, il fallait de l'ordre. Et le mouvement populaire, un peu par définition, l'ordre, c'est pas son fort, quoi. Ce que disaient les leaders du mouvement populaire, ils disaient « Faisons d'abord la révolution entre nous, fortifions la révolution à l'intérieur du peuple, et on sera ensuite invincible. » C'est un peu la raison, finalement, parce que c'est quand même une grosse question. Comment ça se fait que depuis toujours, depuis la Révolution anglaise du XVIIe siècle, et même depuis cette grande révolution qui a été la Réforme, jusqu'à la Révolution populaire, jusqu'à la Chine, quoi, jusqu'à la Révolution chinoise, toutes ces révolutions, une par une, se sont débarrassées de leur extrême gauche, si vous y réfléchissez. C'est une question. C'est un phénomène récurrent. Les révolutions, à un moment donné,
l'extrême gauche, mais ils sèment la panique, ils mettent du désordre alors qu'il faut être efficace. Et c'est toujours comme ça que les révolutions vont à leur perte, puisqu'une fois l'extrême gauche éliminée, c'est le moteur de la révolution qui n'est plus là. Justement, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez convaincu qu'un mouvement comme celui de la révolution et post-révolution reviendrait bientôt, demain, après-demain. Et deuxièmement, quel est l'homme ou la femme qui peut le plus penser à Robespierre aujourd'hui? Oh, alors ça... Non, je crois que l'histoire... L'histoire, il faut la connaître, il faut en tirer des enseignements, mais pas en être prisonnier. Donc, les événements qui vont se produire, dont j'ai parlé tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas essayer de leur faire reproduire un schéma du type Révolution française. Il faut avoir en tête ce qui s'est passé pendant la Révolution et dire, ça, si on pouvait l'éviter, ça serait aussi bien. Et qui me fait penser à Robespierre aujourd'hui? Franchement, personne. Et toi? Ah non, et puis... C'est pas des questions qu'on se pose quand on lit ton livre. Non. Non, j'ai volontairement écarté les... dans l'introduction que tu as lue, j'ai délibérément écarté toute référence à aujourd'hui, parce que là, ça nous mène... Ça nous mène très loin. François Furet. Penser la Révolution française, c'est quand même un livre très intelligent. Je dirais que dans les historiens contre-révolutionnaires, c'est-à-dire cette lignée de penseurs qui, depuis le début, disent qu'au fond, la Révolution française a été un événement regrettable, dont on aurait parfaitement pu se passer, et on serait arrivé au même résultat, la guillotine et les tombereaux de sang en moins. Cette façon-là de penser, disons, moi j'y vois deux lignées parallèles, enfin non, même pas parallèles, deux lignées. Une lignée de gens intelligents, disons la lignée Tocqueville-Furet, qui sont des gens... Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution, c'est un livre formidable. Penser la Révolution française n'est pas un livre de ce niveau, mais il y a des choses à prendre dedans. Tout ce qu'il dit n'est pas faux. Et puis, à côté de cette lignée-là, il y a une lignée de gros bourrins. Je dirais que ça irait de Taine à Paris 7, qui sont des gens qui ne manient pas des véritables arguments, mais des invectives, au fond. Conjure par l'invective. Taine, c'est même stupéfiant. Ce qu'il écrit sur la Révolution française, c'est on ne comprend pas comment quelqu'un qui a une réputation d'intellectuel plutôt respectable a écrit des choses aussi extravagantes. C'est extravagant. Les premiers à avoir écrit sur Stendhal. Et il disait du bien. Ah oui, voilà, quand on s'est mis à lire Stendhal dans les années 65, 1865, 20 ans après la mort de... Oui. Non, mais alors là, sur la Révolution française, c'est vraiment... c'est pénible à lire. Comme Chaunu, comme cette lignée, au fond, qui est directement issue de l'Action française, quoi. Il y a beaucoup de lectures différentes. On ne peut pas dire qu'il y ait une lecture anglo-saxonne. Vous trouvez qu'il y a une lecture... Ah oui. Oui. Il y a un excursus qu'on n'a pas lu, qui est dans le livre, ça ne répond pas à ta question, mais c'est un peu parallèle, sur le retentissement en Angleterre de la Révolution française au moment où elle s'est produite. Parce qu'on simplifie toujours, autant sur l'Allemagne,
sur les penseurs allemands. On sait très bien ce qu'on dit ou fait quand Kant, Hegel, Fichte, on connaît bien Goethe. Autant sur les Anglais, on a une espèce de vision comme ça, ils étaient contre. Pas du tout. Pas du tout. Il y avait beaucoup d'Anglais, en particulier les gens qui s'appelaient les dissenters, les dissidents, qui étaient des dissidents des protestants dissidents de l'Église d'Angleterre, qui étaient absolument partisans de la Révolution française. Il y avait tout un mouvement jacobin anglais qui s'est un peu refroidi au moment où les Français ont entrepris ce qu'il faut bien appeler une guerre de conquête. Ça, les Anglais, ça leur a modérément plu, mais quand même, il a fallu que Pitt arrive à prendre des mesures policières pour arriver à venir à bout du mouvement jacobin anglais. Et comme vous le savez, Thomas Paine, anglais-américain, enfin un peu les deux, était député de l'Oise à la Convention. Enfin, il n'est pas passé loin. Un autre étranger, Klotz, a été... Pas tout ça, mais il y a du taf. J'ai besoin de me préparer. Ah, ok. Je vous donne 5 minutes. Allez. Donc, Oui. Ah, pour répondre à ta question, oui, il y a des bibliographies entières dans les livres anglais, des bibliographies entières sur la Révolution en anglais. Et bon, là, elle est présente dans le livre, la bibliographie anglaise. on va en parler au café. Allez.